Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Ravi de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 1er février. Les cérémonies de vœux se terminent pour les élus. Jeudi soir, c'était au tour du président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Forgousse, de se prêter à l'exercice. À cette occasion, Valérie Pécresse, présidente de la région, a fait plusieurs annonces concrètes. Venus de toute la France, ils se sont mobilisés hier soir devant la prison de Fleury-Mérogis. Les surveillants pénitentiaires réclament notamment une revalorisation des salaires. Willy Saïb, délégué national Force ouvrière d'Outre-mer, travaillant à la prison de Bois d'Arcy, sera notre invité. La neige et la tempête Gabrielle ont causé des dégâts dans le département. Nous avons assisté aux réparations avec les techniciens d'Enedis, mais aussi aux ateliers à l'occasion de la journée européenne pour la protection des données personnelles ou encore dysfonctionnement dans les cantines. Comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Dernière cérémonie de vœux dans les Yvelines. Jeudi soir, le président de Saint-Quentin-en-Yvelines s'est exprimé depuis le vélodrome à Montigny-le-Bretonneux. Il a dressé le bilan de 2018 et a présenté les perspectives d'avenir. Retour sur les principales annonces avec Wilfried Ritchie et Patrick Jacques de Dixmude. Je suis venu sans gilet jaune, mais je suis là pour faire la révolution. La révolution robotique qui vous soulagera de tâches fastidieuses. Je suis le cerveau de Jean-Michel Forgousse. Un robot pour co-animer cette cérémonie de vœux 2019 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Un clin d'œil au futur et à ce qu'il réserve à l'agglomération. Au cours de cette soirée, son président Jean-Michel Forgousse a ainsi fait plusieurs annonces. Transport, éducation, sécurité, des réalisations qui commenceront à voir le jour dans les prochains mois, malgré un contexte économique compliqué. On retiendra la possibilité pour les lycées de se doter de tablettes pour remplacer les manuels de seconde et de première. La mise en place d'un système de location de vélos, des tests de navettes autonomes ou encore une modernisation des commissariats. Ça concerne 3 commissariats, celui de Guyancourt, celui de Trappes, celui d'Elancourt, bien sûr avec une organisation très différente, beaucoup plus moderne. Et la présidente de la région d'apporter son soutien financier, notamment pour le doublement du pont de la Ville-Dieu qui relie Saint-Quentin-en-Yvelines à la vallée de Chevreuse. Dans les Yvelines, on sait bien que tout le monde ne peut pas arriver au bureau en transport en commun. Et là, c'est la passerelle de la Ville-Dieu qui est un vrai point noir du transport et qui sépare la ville nouvelle de la vallée de Chevreuse. Et nous avons les moyens de nos ambitions, nous avons les moyens de financer tout ça sans augmenter vos impôts pour la 4e année consécutive. Mieux relier ces deux parties du territoire yvelinois, peut-être une façon de souligner une volonté d'accueillir de nouvelles communes au sein de l'agglomération. C'est vrai que la réussite de Saint-Quentin nous oblige à monter en communauté urbaine. On aura plus accès aux moyens européens, aux moyens nationaux. Je crois que nos élus sont d'accord. Maintenant, c'est un réglage, voilà. Ça ne se fera pas avant les élections municipales. Je suis demandeur, mais je sens qu'il faut quand même, démocratiquement quand même attendre les élections municipales, je pense. Force ouvrière, premier syndicat chez les surveillants pénitentiaires, a appelé à la mobilisation pour obtenir notamment une évolution statuaire. Le premier rassemblement s'est déroulé hier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Bonjour Willy Saïb. Bonjour. Vous êtes le délégué national Force ouvrière d'Outre-mer et vous travaillez à la prison de Bois d'Arcy. Tout à fait. Comment s'est passée la mobilisation hier soir avec les surveillants pénitentiaires venus de toute la France ? Écoutez, hier soir, effectivement, il y a eu une première mobilisation à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, suite à l'appel de l'intersyndicale, qui représente 70% du personnel de l'administration pénitentiaire. Donc, c'est un premier jour de mobilisation, de façon à faire entendre à Madame la ministre que les personnels demandent cette fameuse catégorie B, tout simplement. Alors, les personnels pénitentiaires, troisième force de sécurité derrière la police et la gendarmerie, réclament notamment une revalorisation des salaires. Vous l'avez dit, la catégorie B, donc que vous souhaitez de la fonction publique, ça correspond à une revalorisation des salaires de 200 à 300 euros par mois. Une proposition à laquelle Nicole Belloubet a opposé une fin non de recevoir, car cela, dit-elle, aurait pour effet d'interdire le recrutement de personnes n'ayant pas le baccalauréat, le passage en catégorie B impliquant l'obligation de recruter au niveau bac. Vous comprenez cette décision ? Non, pas du tout, parce que Madame la ministre avait reçu Force ouvrière fin 2018. Elle était favorable à cette catégorie B et nous, depuis plusieurs années, à Force ouvrière, on réclame une revalorisation salariale, comme on a toujours dit
afin de pouvoir recruter et faire un meilleur recrutement, tout devrait passer par l'indemnitaire et le statutaire. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est un faux discours, c'est un faux prétexte. De là à faire croire qu'on aura du mal à recruter, c'est faux, parce que quand on regarde les statistiques au niveau de l'école de l'administration pénitentiaire, une grande partie de ceux qui sont recrutés sont des bacheliers. Donc à l'heure d'aujourd'hui, pour nous, il est inconcevable de laisser faire Madame la Ministre. Force ouvrière, effectivement, comme vous l'avez rappelé, on est le premier syndicat de l'administration pénitentiaire. On a été élu sur un programme et le point phare de ce programme était la catégorie B. Donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une entente syndicale et nous réclamons cette fameuse catégorie B, entre autres. Et quelles sont justement vos autres revendications ? Eh bien, écoutez, il y a la fusion des grades, passage automatique de surveillant à surveillant brigadier, de premier surveillant à major. Il y a le passage en catégorie A du corps de commandement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est passer une partie du corps de commandement en catégorie A et laisser une autre partie en catégorie B. Donc pour nous, il est inconcevable à l'heure d'aujourd'hui de laisser faire une telle chose. Donc voilà. Pour nous, comme je vous ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, Madame la Ministre, il faut qu'elle entende qu'il y a 70% du personnel qui réclame cette catégorie B. On ne peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, laisser faire et entendre de telles choses. Et justement, par rapport à la formation, elle est passée de 8 mois à 6 mois. C'est une de vos autres revendications ? Alors, il y a effectivement la partie indemnitaire, mais il y a la partie statutaire, il y a la partie sécuritaire et également la formation. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on passe les formations de 8 mois à 6 mois d'une part. D'autre part, ce qu'on demande, c'est une reclassification des établissements. On ne peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne traite pas les détenus comme il y a 20 ans en arrière. La population pénale a changé, les personnes détenues ont changé, ont d'autres comportements et sont beaucoup plus agressifs. Donc c'est pour ça, nous, ce que nous réclamons, c'est des pistolets à impulsion électrique pour certains personnels avec une formation spécifique, bien sûr, dans certains quartiers. Ce qu'on réclame, c'est les chiens, qui existent déjà, mais ce qu'on demande, c'est qu'ils soient plus exploités. Parce que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont sous-exploités. Et ce qu'on demande, c'est de façon à pouvoir faire travailler les personnels dans de bonnes conditions de sécurité, parce que ça n'est pas le cas encore, malheureusement, aujourd'hui. Il y a eu encore une tentative d'assassinat sur un collègue il y a quelques jours, qui a failli perdre la vie. Et il y a eu également une évasion où, à l'arme lourde, les collègues se sont fait tirer dessus comme des lapins. Donc ce qu'on demande à l'heure d'aujourd'hui, c'est que Madame la Ministre entende et qu'on n'attende pas qu'il y ait un drame, malheureusement, pour que le nécessaire puisse être fait. Et donc plus de recrutement pour une meilleure sécurité ? Tout à fait. Vous savez, on a beau faire des annonces, parce que malheureusement, notre ministre et ses acolytes, ils sont forts pour faire des annonces, mais malheureusement, faire des annonces et puis ne rien avoir à côté, ça sert strictement à rien. Il y a eu, effectivement, ils annonçaient 2000 recrutements. Mais il faut regarder combien on en a perdu en cours de route. Et comme je vous dis, tant que ça ne passe pas par l'indemnitaire et le statutaire, on aura beaucoup de mal à recruter. Parce qu'il faut savoir que Madame la Ministre, qui ose dire que les surveillants sont bien payés, il faut savoir qu'un surveillant pénitentiaire, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un smicard. Vous enlevez ses primes, vous enlevez ses heures supplémentaires. Un surveillant pénitentiaire, c'est un smicard. Ça, c'est la réalité. Donc alors comment laisser dire, Madame la Ministre, que les surveillants sont trop bien payés pour les passer en catégorie B? Pour nous, c'est inconcevable. Donc un salaire à revoir, des heures, beaucoup d'heures, vous travaillez le dimanche, vous avez des vacances imposées, c'est un métier qui n'attire plus? Il faut dire les choses honnêtement, c'est pas un métier qu'on fait par vocation, on le fait pour venir chercher la sécurité de l'emploi. Donc un surveillant pénitentiaire payé, effectivement, quand on regarde un surveillant pénitentiaire est payé entre 2000 et 2200 euros, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas regarder uniquement à la fin de la fiche de paye. Il faut regarder le nombre d'heures supplémentaires qu'il a fait au détriment de sa vie de famille pour avoir un salaire convenable. Et si ces revendications ne sont pas entendues, qu'allez-vous faire? Vous allez faire durer ce mouvement? Écoutez, le mouvement va durer le temps qu'il faudra. L'intersyndicale va encore se retrouver le lundi 4. Donc à partir de là, des décisions seront prises. Mais effectivement, s'il faut partir en mouvement au niveau national, ça sera fait. Cette mobilisation arrive 1 an après le mouvement de protestation qui avait paralysé pendant près de 3 semaines toutes les prisons françaises. Le conflit avait pris fin après la signature par l'UFAP-UNSA. FO est maintenant devenu le premier syndicat. Vous irez jusqu'à là, vous aussi, une paralysie totale si Madame Belloubet ne change pas d'avis? Écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, Force ouvrière, on est le syndicat majoritaire à l'heure d'aujourd'hui. On a été élu par rapport à une feuille de route
par rapport à des engagements que nous avons pris auprès du personnel. Et s'il faut aller jusque-là, si les personnels décident qu'il va falloir durcir le mouvement, aller jusqu'au bout, on sera prêt à aller jusqu'au bout. Merci Willy Saïb d'être venu. Je le rappelle, vous êtes le délégué national Force ouvrière d'Outre-mer et vous travaillez à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Merci à vous. Tout de suite, on passe au résumé de l'actualité de la semaine. La neige, mais aussi les rafales de vent de la tempête Gabrielle ont causé des dégâts dans le département. Des chutes d'arbres ont également affecté le réseau d'électricité. Au plus fort de la crise, 7200 foyers yvelinois ont été privés de courant. 30 agents d'Enedis ont été mobilisés pour assurer le retour du courant. Exemple avec cette opération mercredi à Orphin. Mélanie Poquet pour les moyens techniques. Nous sommes actuellement à Orphin, commune touchée par les coupures d'électricité suite à la tempête Gabrielle. 2 des câbles de moyenne tension sont tombés cette nuit. Les équipes d'Enedis sont sur place. 7200 personnes étaient coupées d'électricité à 4 heures du matin. Quelle est la situation à la mi-journée ? À la mi-journée, nous avons dans les Yvelines encore 850 personnes qui sont privées d'électricité, ce qui veut dire qu'on a rétabli la très grande majorité de nos clients. Déjà ce matin, 75% des clients avaient retrouvé l'électricité. Actuellement, 2 de vos employés sont en train de réparer les 2 câbles tombés cette nuit. Quelles sont leurs actions ? Qu'est-ce qu'ils font ? Nos agents sont arrivés sur place le plus vite possible pour mettre en sécurité la zone et réparer les câbles dans les plus brefs délais avec tout un matériel adapté à cette situation. Et quelle est la durée d'une telle intervention ? Alors cette intervention dure en moyenne autour de 3 heures. Le temps justement de mettre la zone en sécurité, de monter sur les poteaux à l'échelle afin de reconnecter les câbles cassés et de remettre le courant pour l'ensemble des clients concernés. Est-ce qu'il y a des risques ? Alors évidemment, nous tenons à rappeler qu'il ne faut absolument pas s'approcher des câbles électriques tombés au sol. Restez bien à distance. Éloignez vos enfants de ces câbles. Nos équipes arrivent sur place et interviennent le plus vite possible pour mettre en sécurité nos installations et réparer le courant. « 30 techniciens d'Enedis sont actuellement en intervention dans toutes les Yvelines. Le courant devrait être rétabli d'ici ce soir. La pluie a remplacé la neige avec une température minimale de 2 degrés et une maximale de 9 degrés pour aujourd'hui et samedi. Mais dimanche matin, soyez vigilants, la neige devrait revenir. Quelques flocons sont attendus, indique Météo France. Le 30 mars prochain, le Brexit entrera en vigueur, mais aujourd'hui encore, les termes ne sont pas connus. Pour accompagner au mieux les entreprises françaises qui seront concernées, une réunion se tenait à la CCI de Versailles en début de semaine, en présence de la douane et la Directe. Reportage de Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Accompagner, s'informer malgré le flou. À 2 mois de l'entrée en vigueur du Brexit, les entreprises s'interrogent sur le futur. J'ai besoin de savoir où je vais mettre les pieds. Comme l'Angleterre et mes fournisseurs en Angleterre n'en savent pas plus que moi, je viens prendre un peu la température du côté de l'administration française et connaître mes obligations et devoirs. Au cœur de cette réunion, le scénario le plus compliqué, un Brexit sans accord. Le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers. L'Angleterre devient un pays sur lequel il n'y a plus aucun accord. Donc on repart sur une page blanche. Étant donné que nous n'avons aucun accord, pour avoir des accords équivalents à ceux que nous avons avec certains pays privilégiés comme la Norvège ou la Suisse ou les États-Unis, vont nous demander au minimum 10 ans de travail pour arriver à mettre en place un certain nombre d'accords. Il y a beaucoup d'entreprises yvelinoises qui font du commerce avec le Royaume-Uni parce que c'est un partenaire privilégié d'un point de vue économique, mais jusqu'à présent, elles ne faisaient pas forcément de grand export, elles faisaient de l'intracommunautaire, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas soumises aux règles de douane. Dans les Yvelines, elles sont plus d'une centaine, notamment des petites entreprises à être concernées par ces échanges intracommunautaires. Si aucun accord n'est trouvé, les droits de douane seront rétablis. Ces entreprises-là elles vont devoir apprendre notre métier,
ou faire faire cette prestation par un professionnel de la douane. Et donc c'est celles-ci qui sont le plus impactées par le Brexit, puisque celles qui font déjà de l'import ou de l'export, en réalité ça sera un pays de plus dans leur portefeuille export ou import. Le cœur de cible des douanes, les entreprises exportantes et les PME, avec un mot-clé, l'anticipation. Il reste 2 mois avant la mise en place du Brexit. Mouvement de contestation dans les établissements scolaires, à l'origine le nouveau fonctionnement pour les cantines des collèges yvelinois. Depuis le 1er janvier 2019, le conseil départemental des Yvelines a chargé la Sodexo de fournir les repas de 116 établissements, non sans dysfonctionnement, notamment dans le collège de la Mauldre à Maule. Les précisions de Nicolas Dandry. Une pétition avec 400 signatures et un boycott de la cantine, voilà la situation au collège de la Mauldre à Maule. Conséquence d'une baisse de la qualité des repas selon les élèves. Pain congelé, des charançons dans les lentilles, un constat des élèves et de leurs parents dont se défend le département chargé de la gestion des collèges. Quand un de vos confrères explique qu'on a servi un enfant qui porte témoignage du fait qu'on a servi des lentilles charançonnées, lorsque le cuistot s'est aperçu qu'il y avait des charançons dans les lentilles, naturellement il ne les a pas servis. Donc elles ne sont jamais arrivées sur la table des enfants, donc aucun n'a pu en manger. Face à ces dysfonctionnements, le conseil départemental des Yvelines plaide le temps d'adaptation face à ce nouveau mode de fonctionnement. La Sodexo, c'est notre associé. Donc la Sodexo ne peut pas ne pas remplir ce pourquoi elle s'est associée avec nous. Donc il n'y a aucune inquiétude. L'inquiétude n'est pas matérielle. Nous avons besoin de temporalité. Moi, je pense que fin février, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir, sachant que, comme toujours dans ces systèmes de restauration collective, il y aura ici ou là des problèmes qui ressurgiront régulièrement et qu'on corrigera automatiquement. Ce nouveau mode de fonctionnement passe par la société d'économie mixte C'est Midi, avec des obligations fixées par le département à son partenaire, la Sodexo. Lundi était la journée consacrée à la protection des données personnelles. Il s'agissait de la première journée de sensibilisation depuis l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données. Jusqu'alors, les données personnelles étaient divulguées et partagées sans le consentement au préalable des consommateurs et sans même qu'ils ne soient au courant. Nous avons participé pour l'occasion à des ateliers d'initiation aux nouvelles technologies à l'espace net public de Voisins-le-Bretonneux pour les seniors. Ils sont des cibles privilégiées. La journée mondiale de protection des données est l'occasion de sensibiliser les personnes aux dangers et menaces de la cybercriminalité. Et les seniors sont des cibles potentielles pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies et développer l'usage du web. Plusieurs modules étaient proposés à l'espace net public de Voisins-le-Bretonneux. C'est apprendre à bien différencier tout ce qu'on peut nous proposer en termes de serveurs, donc de cloud, de bien protéger ces données au niveau même de son ordinateur, smartphone, tablette numérique. On a vu par exemple ne jamais laisser un disque dur lorsqu'on jette un ordinateur à la déchetterie. Les données ont changé, elles vont aujourd'hui bien au-delà de nos simples coordonnées dans un annuaire téléphonique. À l'ère du numérique, les données personnelles englobent nos contacts, nos lectures, nos photos, que les seniors apprennent à gérer avec le cloud. Au début, que j'étais à la retraite, j'ai suivi une formation sur la photo, comment se servir d'un ordinateur également. On a toujours des doutes quand on doit se servir d'un ordinateur, donc on a toujours peur de mal faire. Mais les années qui arrivent, on nous oblige à utiliser un ordinateur Internet. Il ne faut pas que les personnes de plus de 60 ans soient laissées sur le bas du chemin, à côté du chemin parce qu'ils ne sauront pas utiliser ou vont recevoir des fake news, que ce soit des hoax, que ce soit du phishing. Et les personnes âgées sont des victimes potentielles. D'autres ateliers sont proposés jusqu'au 14 février. Plus de 2,5 milliards d'octets de données sont créés chaque jour. C'est l'une des réponses du gouvernement à la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron engage un grand débat national permettant à toutes et à tous de débattre des questions essentielles pour les Français. La mise en place d'une grande concertation de terrain a commencé. Exemple à Villiers-le-Bel avec nos confrères de Via Grand Paris. Autour de ces tables, une quarantaine d'habitants de Villiers-le-Bel, rassemblés pour une réunion un peu particulière.
Le conseil de quartier habituel a laissé place au grand débat national souhaité par le gouvernement. Compte tenu de la situation, ça nous paraissait utile de consacrer ces premiers conseils de quartier à ce débat national. Je pense qu'on paye le fait qu'il n'y ait pas eu d'élection présidentielle, c'est-à-dire la campagne entre le retrait du président Hollande et puis les mésaventures de François Fillon. Il n'y a quasiment pas de débat si on se souvient de cette présidentielle. Bon, après tout, qu'on ait un débat sur des questions de fond 2 ans après, il vaut l'avoir 2 ans après que pas du tout. Dans la salle, peu de nouveaux visages, essentiellement les habitués de ces réunions régulières. Par petits groupes, les habitants abordent les 4 thématiques proposées par le président de la République. Fiscalité et dépenses publiques, transition écologique, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics. L'objectif, permettre au plus grand nombre d'exprimer des idées et des revendications. Le pouvoir d'achat, oui, il faut ça. L'augmentation des retraités. Après 45 minutes de discussion, c'est le moment de mettre en commun leurs doléances. Moi, je prends les transports tous les jours. Le RER-D, c'est une catastrophe. L'ensemble des contributions des habitants vont être transmises à la préfecture. Bien que présents, certains restent sceptiques quant à l'efficacité du grand débat national. Malheureusement, quand on vit à Villiers-le-Bel, on ne se sent pas considéré. Donc je sais pas, j'en sais rien. J'aimerais y croire. Monsieur Macron, s'il vous plaît, écoutez-nous. Au total, 5 réunions de ce type ont été organisées par la ville. Dans les Yvelines, à Louvciennes, Bruno Le Maire était présent hier soir dans le cadre du grand débat. Invité par la députée de la 4e circonscription, Marie Lebec, il est venu échanger avec les habitants. Chaque vendredi, nous ouvrons les archives de TV78 pour notre séquence Ça s'est passé. Aujourd'hui, retour en 2017, lors de la défaite de François-Xavier Bellamy aux élections législatives. L'actuelle tête de liste aux européennes s'était inclinée face à La République en marche. Douche froide pour les Républicains dans la première circonscription des Yvelines. À droite depuis 1963, le bastion a cédé sous la vague de la République en marche. François-Xavier Bellamy n'a pas réussi à inverser la tendance du premier tour où il avait réalisé seulement 27,49% des suffrages contre 42,15% pour le candidat de la République en marche Didier Béchère. Malgré une belle remontée, l'homme politique de 31 ans s'incline finalement de 827 voix. J'espérais au soir du premier tour et j'en étais convaincu que nous pouvions rattraper le retard pourtant important qui nous séparait de notre concurrent d'En Marche. C'était possible et on l'a prouvé. On a reçu 7000 voix de plus dans l'entre-deux tours, mais on s'arrête sur le seuil de cette victoire. Ce que je crois profondément, c'est que nous vivons un phénomène national sur lequel finalement on avait bien peu de prise. Il suffit de constater les autres scores des Yvelines et de voir que là, on fait l'un des meilleurs scores de toutes les Yvelines aujourd'hui et c'est vraiment une fierté. La défaite de François-Xavier Bellamy est également un coup dur pour le député DVD sortant François de Mazières, mais le maire de Versailles qui avait remporté la circonscription en 2012 avec 56% des voix est prêt à travailler et à conseiller le nouveau député. Je lui ai proposé tout à l'heure qu'on se voit rapidement pour lui dire les dossiers qui me semblent importants de suivre en tant que parlementaire. C'est évident et il n'y a aucune raison à partir du moment où les électeurs ont décidé qu'il était le député de la première circonscription des Yvelines, qu'on ne travaille pas avec lui et qu'on travaille de façon la plus positive pour cette belle circonscription. Après l'annonce officielle, dans sa permanence de campagne Place Charot à Versailles, Didier Béchère analyse avec ses soutiens les scores dans les différentes communes. Dans le détail, le candidat l'emporte de 27 points à Montigny-le-Bretonneux et de 41 points à Guyancourt. À Versailles, c'est François-Xavier Bellamy qui l'emporte. Il totalise plus de 60,29% des suffrages. Je pensais pas honnêtement que Versailles remonterait autant par rapport à la semaine dernière, mais d'un autre côté, la semaine dernière c'était vraiment une surprise d'être au coude à coude sur Versailles, donc je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas voté la semaine dernière, donc très bien pour mon concurrent d'avoir remonté pour lui à Versailles, comme ça partage un peu la peine avec lui. D'accord. Après avoir savouré sa victoire dans sa permanence, Didier Béchère se remettra en marche dès ce mercredi pour ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Ah bah viens, allez. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre application ou sur notre site internet. Retour de l'information dans le 7-8 journal lundi à 18h. Passez un excellent week-end.